Nous sommes le 6 avril 2012, une nuit ordinaire à Kriegwastad, une petite ville tellement minuscule au fin fond de l'Afrique du Sud que tout le monde se connaît. Et personne ne ferme les portes à clé. À la ferme Novehawk, la famille Steenkamp termine la journée comme d'habitude. Deon, le père respecté, Christelle, la mère qui a tout construit de ses propres mains. Martella n'avait que 14 ans et débordait de vie, et Don, le fils discret, avait 15 ans. Soudain, des coups de feu éclatent dans la nuit. Un adolescent entre en courant dans le commissariat local, couvert de sang de la tête aux pieds, complètement désorienté, criant à l'aide. Ils ont tiré sur ma famille, tout le monde est mort. Le seul survivant était le garçon lui-même qui vient d'arriver. Mais ce que la police a découvert plus tard dans cette ferme a changé à jamais la vie de cette petite ville tranquille et a révélé un monstre que personne n'aurait imaginé trouver là-bas. Je suis Marcos Campos, bienvenue à tous. Si vous aimez les histoires vraies, les affaires criminelles, je vous invite à vous abonner et à suivre la chaîne. Car chaque semaine, il y a au moins 3 longs épisodes comme celui-ci, ici. Si vous le pouvez, devenez membre, ça m'aide beaucoup. Si vous ne le pouvez pas, ce n'est pas grave. Laissez simplement un like et un commentaire, même si ce n'est qu'un emoji. Les messages sont passés. Passons aux faits. À la ferme Novehawk vivait la famille Steenkamp. Deon, le père, était un agriculteur prospère et respecté, héritier d'une longue tradition familiale. La mère de la famille, Christelle, avait construit quelque chose par elle-même, une marque de biscuits artisanaux qui a tellement grandi qu'elle a commencé à être vendue dans de grandes chaînes de supermarchés. Ils avaient de l'argent, ils avaient de la stabilité et, aux yeux de ceux qui étaient à l'extérieur, ils menaient une vie pratiquement parfaite. Même ainsi, ce n'était pas une famille ostentatoire. Ils vivaient bien, avec du confort, mais de manière discrète. Les enfants complétaient ce tableau. Martella, 14 ans, était décrite comme joyeuse et communicative, pleine d'énergie. Don, en revanche, 1 an de plus qu'elle, était tout le contraire. Réservé, calme, extrêmement dévoué à ses études, le genre d'élève que les professeurs adorent. Deon, le père, était très impliqué dans la communauté et l'éducation de ses enfants. Il donnait aussi des cours d'équitation aux jeunes. Il était diacre dans l'église locale et a même occupé le poste de directeur d'un lycée de la région. Christelle et Deon se connaissaient depuis l'adolescence. Elle venait d'une famille modeste et après le mariage, elle a construit de ses propres mains cette entreprise à succès de biscuits dont j'ai parlé. L'éducation des enfants était stricte. Tous deux étudiaient dans un internat. De bonnes notes et un bon comportement n'étaient pas optionnels. Pas de fêtes, pas de nuits à l'extérieur, pas d'amis à la maison. Discipline et règles. Pour toute la ville, les Steenkamp, cette famille était un exemple. Unie, respectée, sans conflit visible, jusqu'à ce que, le 6 avril 2012, tout cela s'effondre. Cette nuit-là, un adolescent a conduit seul jusqu'à un poste de police local. Il s'appelait Don Steenkamp. 15 ans, il était terrifié, couvert de sang, totalement paniqué et désorienté. À peine entré, il a crié à l'aide. Il a dit qu'on avait tiré sur sa famille, il a dit qu'ils étaient tous morts. Quand les policiers ont demandé à qui appartenait le sang sur les vêtements de ce garçon, il a répondu que c'était celui de sa sœur, Martella, qui, selon lui, venait de mourir dans ses bras. Il a dit qu'en rentrant chez lui, il avait trouvé ses parents et sa sœur tués par balle. Il a tenté de les aider, mais voyant que c'était inutile, il a pris la voiture de son père pour chercher de l'aide. Les policiers ont suivi Don jusqu'à la ferme de sa famille et ce qu'ils ont trouvé là-bas était une scène si violente qu'elle a marqué même les agents les plus expérimentés. Après tout, c'était une petite ville, en quelque sorte rurale. Il n'y avait pas tant de crimes que ça là-bas, encore moins de cette ampleur. Un massacre familial. Deon, Christelle et Martella sont décédés dans leur maison. La tranquillité de Kriegwastad ne serait plus jamais la même après cela. La police scientifique est entrée dans la maison plus tard. Dès les premiers relevés, les enquêteurs ont identifié quelque chose de crucial pour l'affaire. Les armes utilisées dans le crime ne venaient pas de l'extérieur. Les coups de feu avaient été tirés avec les armes de la maison, toutes deux appartenant à Deon Steenkamp.
et était regardé à l'intérieur même de la maison. Deon a été touché par 3 balles, une à l'épaule droite et 2 à la tête, une derrière l'oreille et l'autre à l'arrière du crâne. De plus, les experts ont trouvé des lésions contondantes sur sa tête, comme s'il avait été frappé avant ou pendant l'attaque. Christelle a reçu 2 balles, un tir à l'avant et un autre à l'arrière de la tête. Mais c'est Martella, la plus jeune fille du couple, qui a subi la violence la plus extrême. Elle a reçu 4 balles, 2 dans la poitrine et 2 dans la tête. Et comme son père portait des traces de coups sur le crâne. La conclusion des experts sur place à ce moment-là était que ces agressions avaient été commises avec les propres armes du crime, utilisées comme objet de violence contondante pour cette agression. Lorsque les examens plus détaillés ont été terminés, l'affaire a pris une autre tournure, un poids encore plus important. Les rapports ont indiqué que Martella avait subi des violences sexuelles quelques heures avant de mourir. Mais ce n'était pas la première fois, car il y avait d'anciennes cicatrices déjà guéries, du moins sur la peau, compatibles avec des abus antérieurs, ce qui indiquait que cette fille était victime de violences depuis un certain temps. L'expertise a également permis de déterminer un élément important concernant la dynamique du crime. Deon et Christelle, le couple, sont morts pratiquement en même temps. Mais Martella, non. Elle a encore survécu quelque temps après les coups de feu. Même avec tout cela, quelque chose n'avait pas de sens. Dans cette affaire, la famille n'avait pas d'ennemis, elle était appréciée par la communauté, il n'y avait pas de menaces, de conflits publics ou d'antécédents de violence. La police a, sans raison apparente, privilégié l'hypothèse la plus courante dans cette région. Peut-être un vol qui a mal tourné, un vol suivi de meurtre ou un vol avec homicide. Don Steenkamp a alors été convoqué pour sa déposition officielle. Selon lui, la journée avait été absolument normale, la famille était allée à l'église, était rentrée à la maison et tout le monde avait déjeuné ensemble. Plus tard, il a raconté qu'il était parti faire de l'équitation avec sa sœur. Le soir, le père s'est assis près de Martella pour regarder la télévision, tandis que la mère utilisait l'ordinateur, comme d'habitude. Don a dit les avoir rejoints, mais qu'il n'aimait pas la télévision. À ce moment, selon lui, le père lui a demandé d'aller réparer des ampoules à la grange, et il y est allé alors que son père s'y trouvait. Il a affirmé avoir entendu des coups de feu dans la maison. Terrifié, il a décidé d'attendre quelques minutes avant de revenir. J'y serai. Alors, pourquoi a-t-il été la seule victime survivante? Quand le garçon est finalement rentré à la maison, il a trouvé sa famille allongée par terre. Don a raconté qu'il a remarqué que seule Martella était encore en vie. Il l'a prise dans ses bras et peu après, elle est morte dans ses bras. D'après Don, les armes du crime avaient été jetées sur un terrain près de la porte de la maison. Il a expliqué avoir pris les armes, monté dans la voiture de son père, puis demandé de l'aide à la police. En raison de la brutalité du crime et du nombre d'expertises médico-légales, l'enterrement a pris plus de temps que d'habitude pendant cette période. Tout le monde voyait Don comme il paraissait être. Un adolescent dévasté, il pleurait, était soutenu par ses grands-parents. Il paraissait n'être qu'un garçon de 15 ans ayant perdu sa famille d'un coup lors d'un massacre. Mais cette image a vite commencé à se dissiper, peu de temps après l'enterrement de la famille. Professeurs et camarades ont remarqué un changement soudain dans le comportement de Don. Il semblait mieux, plus communicatif, plus confiant. C'était comme si un poids avait été enlevé de ses épaules. Il se faisait facilement des amis, contrairement au garçon réservé qu'il était. Pour la première fois, il était vu comme populaire à l'école. Il est même allé jusqu'à s'inscrire à des compétitions d'équitation, montant même le cheval qui avait appartenu à Martella. Parallèlement, une autre décision suscitait des interrogations dans l'affaire. Dans le testament laissé par les Steenkamp, les parents avaient désigné un ami de la famille comme tuteur légal des enfants, au cas où il leur arriverait quelque chose. Cet ami a refusé, disant que Don devrait rester avec sa famille, mais Don a refusé. Il a demandé que son tuteur soit l'entraîneur de l'équipe de football de l'école, une personne qui, curieusement, n'avait pas une bonne relation avec son père. Et à ce moment-là, je suis sûr que la plupart d'entre nous est en train de forger les maillons d'une chaîne criminelle, n'est-ce pas? Tous les éléments psychologiques, peut-être derrière tout cela. Et je ne sais toujours pas ce qui va se passer, mais à un moment précédent, là, je me suis interrogé sur cette cicatrice, ces marques d'abus sexuels antérieurs à la commission du crime. Peut-être que cela pourrait donner lieu à l'idée d'une vengeance, peut-être, non?
Bon, voyons ce que l'enquête va nous révéler. Même avec cette attitude insolite, je dirais que Don voulait que le professeur, l'entraîneur de l'équipe, devienne son tuteur légal. Malgré cela, les avocats ont compris et ont accédé à la demande. Pendant ce temps, l'hypothèse du vol suivi de meurtre a commencé à s'effondrer. Cela n'avait aucun sens. Rien n'avait été volé là-bas, l'argent était sur place, les téléphones portables, les ordinateurs, les objets de valeur, rien. Tout était resté là, à la vue de tous. Il n'y avait pas non plus de signe de lutte à l'intérieur de la maison, et les chiens de la famille étaient en liberté, vivants, sans blessure. Lors des vols dans cette région, il était courant que les criminels empoisonnent les chiens avant d'agir, mais là, rien de tout cela ne s'était produit. La police a alors commencé à envisager une autre possibilité, celle dont je vous ai parlé. Vengeance. La question était, pour ceux qui ne savaient pas encore, n'est-ce pas, de ces supposés abus, vengeance de quoi? Pourquoi? De qui? Aucune réponse n'apparaissait et un détail troublait les enquêteurs depuis le début. Si le crime vient de l'extérieur, pourquoi Don seul a-t-il été épargné? Est-ce lié à son témoignage? Il était d'abord dans la grange, puis il s'est caché là-bas, par peur. Si c'était une attaque contre la famille, pourquoi personne n'a cherché le garçon autour? Faute d'avancées concrètes, des rumeurs ont circulé. Une rumeur affirmait que Don n'était pas le fils biologique du couple et, l'apprenant, aurait tué toute la famille dans un accès de colère. Les rumeurs se sont propagées à l'école, ses camarades l'ont rejeté et les parents ont exigé son expulsion auprès de la direction. Don a même été écarté pendant une courte période, mais il a fini par revenir puisqu'officiellement il n'était encore suspecté de rien du tout. Au fil des semaines, l'image de Don comme simple victime a commencé à se fissurer. Des détails apparemment insignifiants ont fini par troubler les enquêteurs, l'un d'eux ayant été révélé par un policier présent cette nuit-là. Il s'est rappelé quelque chose d'étrange pendant que la police était dans la maison avec les corps. Don a calmement demandé comment se déroulait la procédure pour recevoir l'héritage familial. De plus, pendant le temps qu'il est resté sur place, il a pris une douche et s'est changé. Et lorsque les vêtements qu'il portait la nuit du crime ont été analysés, les experts ont trouvé des résidus de poudre. Don a affirmé que cela s'expliquait facilement. Il a dit qu'il avait pratiqué le tir toute l'après-midi, ce qui est courant dans cette région où les jeunes ont accès aux armes dès leur plus jeune âge. Mais il y avait un autre problème. Le motif des taches de sang sur ses vêtements était compatible avec la position de celui qui tire, et pas seulement de celui qui porte secours. La chemise qu'il portait était déchirée et des traces de sang ont également été retrouvées dans la grange, le même endroit où il disait se trouver lorsqu'il a entendu les coups de feu. Un autre détail a également attiré l'attention. Le même jour du crime, Don a commencé à accuser un camarade de classe, sans aucune preuve, sans raison apparente. Il a affirmé que l'acide désoxyribonucléique de ce garçon était présent sur les lieux et qu'il était responsable de la mort de la famille. Cela s'est produit avant même que tout résultat d'expertise officiel ne soit connu. Pour les enquêteurs, c'était un signe évident de désespoir ou de diversion. Petit à petit, les pièces commençaient à s'assembler. Les liens commençaient à se resserrer. 4 mois après le crime, en août 2012, Don Steenkamp a finalement été arrêté. L'accusation était lourde. 3 homicides et violences sexuelles. Initialement, le juge a refusé toute possibilité de caution et a ordonné qu'il reste en détention jusqu'au procès. La défense a fait appel et un autre juge a accordé la liberté sous caution. Sous conditions strictes, avec des cours à domicile et un suivi constant du tuteur légal, le temps a passé jusqu'au début du procès, le 11 mars 2013. Dès le début, Don a clamé son innocence. Pendant le procès, 91 témoins ont été entendus. Experts, policiers, professeurs, camarades de classe et spécialistes médico-légaux. L'enquête a montré qu'il n'y avait aucune trace de pneu à part celle de la voiture de la famille sur les lieux, aucun signe d'un autre véhicule, aucune empreinte étrange. La question était donc simple. Et même si elle n'était pas troublante, comment quelqu'un de l'extérieur aurait-il pu arriver jusqu'à cette maison? Une autre question est également revenue sur le tapis. Pourquoi Don n'a-t-il pas appelé les services d'urgence? Exactement au moment où il a entendu les coups de feu. Il avait son téléphone portable. Un appel aurait pu amener les secours plus rapidement, peut-être même sauver quelqu'un. Malgré cela, il a préféré attendre puis se rendre à la police en voiture.
Pour se défendre à ce sujet, Don a déclaré qu'il était tombé dans le désespoir, qu'il avait paniqué, affirmant qu'il croyait que tout le monde était déjà mort, mais les experts ont insisté. Martella était encore en vie à son arrivée à la maison et il y avait plus. Les examens ont confirmé que le dernier abus sexuel de Martella avait eu lieu environ 12 heures avant sa mort. Les anciennes cicatrices indiquaient que ce n'était pas un épisode isolé comme je l'ai mentionné. 3 hypothèses ont été analysées. La première, le père abusait de sa fille depuis des années. La deuxième, Don et Martella entretenaient une relation sexuelle récurrente. La troisième, les lésions résulteraient de causes naturelles ou d'automutilation, mais cette hypothèse a été écartée après analyse. Le procès a duré plus de 5 mois et selon les enquêteurs, la reconstitution de l'accusation a été dévastatrice. Après être revenus de l'église, Don et Martella sont sortis faire de l'équitation et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un nouvel abus. Cette fois, Martella a réagi et a dit qu'elle raconterait tout à ses parents. Assis près de son père devant la télévision, Don pensa que la révélation était proche. Pris de peur, il est allé dans la chambre de ses parents et a pris les armes de Déon. Il a d'abord attaqué sa mère, John a tenté de la défendre. Il a saisi Don par la chemise, expliquant la déchirure. Don a ensuite tiré sur son père, puis sa sœur. Martella a encore réussi à courir vers la grange. Là, les deux se sont engagés dans une lutte physique. Enfin, Don l'a ramené à l'intérieur de la maison et a tiré le dernier coup de feu. Et si l'on pense qu'ils ont trouvé du sang dans la grange, cette hypothèse des enquêteurs a beaucoup de sens, n'est-ce pas? En août 2014, le verdict a été rendu. Don Steenkamp a été reconnu coupable des 3 meurtres et de la violence sexuelle contre Martella. La sentence? 60 ans de prison ferme. En réalité, il y a eu des peines séparées, 20 ans pour chaque meurtre, plus d'autres peines pour les abus. Bref, il y avait d'autres crimes jugés, mais en résumé, il a écopé de 60 ans. La défense a déclaré qu'elle ferait appel, mais pendant de nombreuses années, rien n'a changé. Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? Cette histoire n'est pas encore terminée. Des années ont passé depuis le procès, la vie a continué, du moins pour certains. Cependant, à Griquastad, le nom Steenkamp n'a jamais été oublié. En décembre 2025, l'affaire est revenue dans l'actualité. Le condamné pour le meurtre de ses propres parents et de sa sœur, aujourd'hui âgé d'environ 30 ans, a de nouveau été présenté devant un conseil de libération conditionnelle. Et cette fois, la demande a été acceptée, ce qui laisse entendre qu'il y en a eu d'autres au cours de tout ce temps. La nouvelle, bien sûr, a fait l'effet d'une bombe dans la communauté. De vieilles blessures ont été ravivées et se sont rouvertes. La peur est revenue, l'indignation aussi, bien sûr. Évidemment aussi, parce que pour beaucoup de gens, peu importe combien d'années se sont écoulées, il n'y a pas assez de temps pour effacer ce qui s'est passé dans cette ferme. Et la question qui résonne encore aujourd'hui dans cette petite ville silencieuse et rurale demeure: comment quelqu'un qui a détruit sa propre famille peut-il un jour retrouver la liberté? C'est très symbolique, non? Je pense que cela va bien au-delà de ces arguments superficiels et offensants que, bien souvent ou parfois, je reçois en tant que porte-parole des histoires ici. Il y a une symbolique, n'est-ce pas? Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez. En traçant un parallèle ici, rappelons-nous du cas le plus célèbre du Brésil, peut-être Richthofen von Richthofen. Est-il raisonnable qu'une personne qui a participé activement à la manipulation, à la planification de la mort de ses parents de manière aussi brutale, violente et surtout lâche, soit en liberté, qu'elle purge sa peine en régime ouvert? Est-ce que cela a un sens logique dans une société qui manque de sécurité, qui doit transmettre la perception que des brutalités comme celle-ci ne resteront pas impunies? Beaucoup, parfois, dans les insultes qu'ils m'adressent, disent «va étudier, espèce de punitiviste» et blablabla. Suzanne a beaucoup étudié, bien plus que moi, car je suis fils de chauffeur de bus et de femme de ménage. Elle a sûrement beaucoup plus étudié, mais même ainsi, elle a eu la volonté. La méchanceté, faire le mal pour le mal. Maintenant, elle est libre et détendue. Avec l'explosion des réseaux sociaux, c'est surréaliste pour moi.
Si d'autres ne sont pas d'accord, tant pis, mais je le trouve surréaliste. Et ça m'a fait me souvenir, tu vois. Je devais faire ce rapprochement parce que là-bas, apparemment, les gens de cette communauté ont cette même perception. Avec la possibilité que ce gars sorte après si peu de temps, enfin, ce n'est même plus une possibilité. Il est sorti, d'après les dernières nouvelles, il est en liberté conditionnelle. Bizarre, bizarre. Mais je veux savoir, encore une fois, je te demande, quel est ton avis sur tout ça? C'était l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie énormément pour ta compagnie. Un bisou du roux et à la prochaine.